Je m'appelle Jeff Titus. Je vis à Battle Creek, dans le Michigan. Le 17 novembre 1990, 2 chasseurs ont été tués à 50 mètres de ma propriété. Les chasseurs sont devenus les proies le 17 novembre 1990 lorsqu'ils ont été abattus dans la réserve de chasse de Fulton. Jeff Titus est mis en examen pour le meurtre de Doug Estes et Jim Bennett. L'arme a été trouvée à l'ouest de la limite de propriété de M. Titus. J'ai été reconnu coupable de 2 meurtres et j'ai été condamné à la prison à perpétuité sans libération conditionnelle. Je n'arrivais pas à y croire. Je savais que je n'avais rien fait. Et je me retrouvais en prison pour des meurtres que je n'avais pas commis. J'ai perdu ma ferme de 30 hectares. J'ai perdu ma femme. J'ai perdu ma fille unique. J'ai tout perdu. Je savais que l'assassin s'en était tiré et qu'on me faisait porter le chapeau. Je me demandais qui était le vrai coupable. Le 14 mars, le bureau du shérif du comté de Knox m'a appelé. Ils m'ont informé qu'ils avaient un homicide au barrage de Wills Creek. Un homme du nom de Claude Hawkins. Monsieur Hawkins était un homme âgé, une famille charmante, leurs enfants étaient adultes. C'était un homme apprécié de tous. Il allait souvent pêcher à cet endroit-là. Quelqu'un est arrivé, lui a tiré une fois dans le dos et l'a laissé pour mort. D'après les premières constatations, il ne semblait pas avoir vu que quelqu'un était derrière lui ou était sur le point de lui tirer dessus. Il pêchait, il était concentré sur l'eau et sur ce qu'il faisait, et il ne l'a pas entendu arriver. On n'avait aucun témoin, aucune douille, aucun indice sur la scène de crime. Sa famille, ses amis, ses voisins, ses collègues, personne n'avait de problème ou de différend avec lui. On en est arrivé à la conclusion que M. Hawkins avait certainement été tué par un inconnu. L'enquêteur principal m'a dit, « Tu sais, je me souviens qu'il y a eu des meurtres il y a quelques années qui ressemblaient à ça. Des hommes ont été tués pendant qu'ils chassaient ou qu'ils pêchaient. Et je ne crois pas qu'ils aient trouvé le tueur. » Le meurtre de Donald Welling a été commis le 1er avril 1989. Monsieur Welling se promenait sur une petite route et on lui a tiré dessus avec une carabine de gros calibre. Le meurtre suivant est celui de Jamie Paxton. Il a été commis le 10 novembre 1990 dans le comté de Belmont. Il a été trouvé, étendu dans un champ à côté de la route. On lui a tiré dessus à plusieurs reprises avec une carabine de gros calibre. Monsieur Loring était sorti chasser le 28 novembre 1990. Il a pris une balle dans la tête. Sa casquette a atterri 6 mètres plus loin. C'est là qu'on a commencé à faire le lien. Tous ces meurtres étaient similaires. L'arme était une carabine de gros calibre, aucune douille, aucun témoin, aucun ennemi. Le tueur ne les connaissait pas. Il n'y avait aucun lien entre les victimes.
Ça restait un mystère. Pourquoi ces personnes-là? On n'a jamais trouvé quoi que ce soit qui puisse relier les victimes entre elles. C'était juste des chasseurs ou des pêcheurs. On a commencé à comprendre qu'on avait affaire à un tueur en série. Et pour nous, il choisissait ses victimes au hasard. L'idée qu'on ait un tueur en série dans la nature était angoissante pour tout le monde. On devait agir le plus rapidement possible pour empêcher qu'un autre innocent ne perde la vie. Mais environ 2 semaines après le meurtre de Claude Hawkins, on a eu un autre homicide. La casquette était là? Ouais, on n'a rien déplacé. Un homme qui s'appelait Gary Bradley a été abattu par quelqu'un qui a tiré avec une carabine de gros calibre. C'était un homme sans histoire, qui était juste venu pêcher, et il a reçu 2 balles dans le dos. Pour nous, c'était très clair. On savait qu'à tout moment, il pouvait y avoir une nouvelle victime. Ils ont été tués de dos ou de face avec une carabine. Aucun témoin, aucune douille. Ils ont été laissés pour morts. Et ensuite, il y a les 2 meurtres pour lesquels j'ai été incarcéré. Il y a une très forte ressemblance dans le mode opératoire. C'est choquant qu'il les ait tués et qu'il les ait laissés là. Il n'a aucun respect pour la vie humaine. L'homme qui a fait ça était un malade qui n'avait aucun remords. Tout ce qu'il voulait, c'était s'en tirer. Et il a réussi pendant des années. Plus on a d'informations sur les raisons qui poussent quelqu'un à tuer ou sur sa façon de penser, plus ça nous aide à entrer dans la tête de cette personne et peut-être même à l'empêcher de recommencer. On pensait que l'individu avait au moins 30 ans. Il semblait y avoir une certaine maturité dans sa façon de commettre le crime. Une jeune personne qui aurait peu d'expérience ou de connaissances ne penserait pas à ramasser ses douilles. Comme les meurtres avaient lieu le week-end, il était probable que cette personne ait un travail. Selon nous, il y avait de fortes chances pour qu'il ait une famille. La plupart du temps, les gens tirent à bout portant. Là, c'était différent. Ils tuaient à distance. Une personne qui tire sur quelqu'un à distance, surtout dans le dos, c'est le genre d'individu qui, quand vous êtes dans un bar et que vous le bousculez, au lieu de s'énerver contre vous, il fait mine de vous ignorer. Mais ensuite, il sort sur le parking et il va crever vos pneus. Il n'y avait rien dans son profil qui indiquait que cette personne avait l'intention d'arrêter. Et si on n'agissait pas au plus vite pour identifier un suspect, d'autres innocents pourraient être tués. Dites-moi, vous aviez entendu parler du tueur de chasseurs? Non. Ou du tueur en série de l'Ohio? Non. Vous ne vous doutiez pas que... Non, je n'ai rien remarqué d'anormal. Mais le profil était parfaitement juste. Mon oncle était quelqu'un de solitaire. Il aimait être complètement saoul et se balader avec 2 ou 3 armes sur lui. Il avait un emploi assez ingrat pour son niveau d'intelligence. Il travaillait pour le service des eaux de Canton et il plaisantait souvent en disant « Il faudrait mourir ou tuer quelqu'un pour perdre ce boulot ».
Il était très désagréable avec sa famille. Je ne l'ai jamais vu manifester de l'affection envers qui que ce soit. Mais je crois qu'il ne savait pas ce que c'était. Il a été élevé comme ça. Mon oncle n'a pratiquement eu aucun repère familial dans sa jeunesse. Leur père est décédé quand ils étaient jeunes et leur mère était alcoolique. On ne lui a pas appris à distinguer le bien du mal. Mais est-ce qu'on pensait qu'il tuait des gens? Non. Quelqu'un a envoyé une lettre au Times Leader, le journal du comté de Belmont. Il disait être l'assassin de Jamie Paxton. Quand je l'ai lu la première fois, ça m'a fait l'effet d'une bombe. On pouvait entendre le tueur s'exprimer. Il dit « Cher rédacteur en chef, je suis le meurtrier de Jamie Paxton. Ne vous en voulez pas de ne pas m'avoir trouvé. Vous n'aviez pas le moindre indice pour démarrer votre enquête. Sans mobile, sans armes et sans témoins, vous n'aviez aucun moyen d'élucider ce crime. » Je pense qu'un des éléments qu'on ne prend pas suffisamment en considération concernant les tueurs en série, c'est le facteur ennui. Ce sont souvent des individus très intelligents qui ne se sentent pas appréciés à leur juste valeur, pas assez stimulés. Je crois que dans le cas de ce tueur, il voulait rendre la chose plus risquée, plus palpitante, plus stimulante. Et le fait d'écrire cette lettre répondait à ce besoin. Fin avril 1993, j'ai été contacté par les avocats de la défense pour leur fournir une évaluation psychologique de leurs clients. J'ai commencé à mettre en place un suivi clinique. Je me souviens très bien de notre premier entretien parce qu'on avait un peu de retard. Il m'a regardé et m'a dit « Vous êtes en retard ». C'était ses premiers mots. Et j'ai compris plus tard que ce genre de choses était importante pour lui. La discipline, la prévisibilité, le contrôle. J'ai passé du temps à essayer d'établir un lien de confiance, comme je le fais toujours quand je rencontre un accusé pour la première fois. C'est un maniaque du contrôle. Il est extrêmement méticuleux, obsessionnel compulsif d'une certaine manière, très immature émotionnellement. Il n'est pas du genre à provoquer une bagarre ou à se disputer avec vous si vous êtes en désaccord. Mais si vous avez un différend avec lui, il faut être conscient qu'il pourrait chercher un moyen indirect de se venger. Et les gens qui évitent le conflit et qui n'extériorisent pas leur colère passent beaucoup plus facilement inaperçus. Les raisons pour lesquelles le tueur a décidé d'écrire cette lettre sont fascinantes à bien des égards. C'est un individu très narcissique. En montrant aux enquêteurs qu'il était plus malin qu'eux, il se sentait exceptionnel. Il jouait au jeu du chat et de la souris. Je suis là, essayez de m'attraper. Il narguait les autorités de façon condescendante en disant « Ne vous en voulez pas, vous ne pouvez pas m'identifier, vous n'y arriverez jamais. » Je suis une personne ordinaire qui a une famille, un travail et un foyer, tout comme vous. Quelque chose dans ma tête me pousse à me transformer en un tueur impitoyable et sans scrupules. 5 minutes après avoir tué Paxton, je buvais une bière. Pour moi, tuer Paxton n'avait pas plus d'importance que de tirer sur une bouteille à la décharge. Quand j'ai lu cette lettre, un passage m'a vraiment sauté aux yeux, dans le sens où je l'ai trouvé très surprenant et extrêmement risqué de la part du meurtrier. Il écrit « Maintenant, vous avez les détails. Le où, avec quoi, quand,
et pourquoi ont tous été révélés. Le qui ne pourra jamais être découvert à moins que je décide de me rendre. C'était un indice extrêmement révélateur. Qui parle comme ça? Vous avez le qui, quand, pourquoi. C'est du jargon journalistique. Il se trouve que l'assassin était effectivement diplômé de l'école de journalisme de l'Ohio. C'est une provocation délibérée à l'égard des proches de la victime quand il dit « Tuer cet homme n'avait pas plus d'importance que de tirer sur une bouteille à la décharge ». Il savait l'impact que ça aurait sur les personnes qui liraient cette lettre. Ce n'est pas un hasard qu'il ait décidé d'inclure ce genre de propos agressifs. J'étais frappé par son attitude très détachée. Il était extrêmement égocentrique, incapable d'éprouver la moindre empathie. C'était quelqu'un qui cherchait délibérément à poser une colle à la police et à être très difficile à trouver. On savait qu'en novembre, la saison de la chasse allait débuter et qu'il y aurait plus de cibles potentielles pour le tueur en série. Les chasseurs et les pêcheurs n'étaient pas rassurés. La saison de la chasse au cerf bat son plein. Mais cette année, les chasseurs et pêcheurs surveillent leurs arrières par peur de croiser la route du tueur. À chaque fois qu'on va chasser, on prend un risque. Je ne sais pas ce que ce tordu cherche à faire, mais c'est angoissant. On ne savait pas ce qu'il allait faire. Si on n'agissait pas rapidement, on allait avoir d'autres victimes. Un homme nous appelle et nous donne le genre d'informations qu'on a l'habitude de recevoir. J'ai un ami qui s'appelle Tom Dillon. Il correspond au profil. C'était un homme blanc, 42 ans. Il habitait tout près de l'endroit où l'un des homicides avait eu lieu. Plus je parlais à notre informateur, plus j'étais convaincu qu'on était sur la bonne piste. Richard Fry était son meilleur ami depuis le lycée. Ils se sont fréquentés pendant très longtemps. Et je crois qu'au bout d'un moment, Richard s'est rendu compte que quelque chose ne tournait pas rond chez Tom. Regardez ça. C'est une transcription d'une des dépositions de cet homme. Il y a 2 ans, Tom et moi avons eu une discussion sur les tueurs en série et il a dit « Je pourrais facilement sortir, tuer quelqu'un au bord d'une route de campagne et le laisser là. On ne pourrait jamais m'attraper puisqu'il n'y aurait pas de mobile. » C'est exactement comme ça que M. Dillon a dit qu'il procéderait s'il devait devenir un tueur en série. Il me fout les jetons. Ça m'a mis la puce à l'oreille. Cet informateur nous a aussi appris que M. Dillon tuait des animaux de toutes sortes. Souvent, les tueurs en série font leur début en tuant des animaux. Et ensuite, ils augmentent progressivement en passant à des animaux plus gros, puis à des êtres humains. Je me souviens d'une histoire qu'il m'a racontée. Il était à la décharge, un chien est monté en courant vers lui. Il était en haut de la décharge et il a tiré sur le chien. Je me souviens qu'il m'a dit que le chien avait un collier avec un faux diamant. C'est le chien de quelqu'un, pourquoi tu fais ça? Quand il vous a raconté cette histoire, il n'en avait pas honte? Non. Il n'avait pas honte. C'est mon oncle. Quand j'étais enfant, il m'emmenait faire des choses que des gamins de 10, 11, 12 ans ne devraient pas faire. On allait en forêt et on tuait des grenouilles juste pour tuer des grenouilles. Ou on sortait avec un bidon rempli d'essence. J'enflammais un chiffon juste à côté du bidon et on tirait sur les bidons. J'étais assez intelligent pour me rendre compte que ce n'est pas ce que font les gens normaux.
Le samedi et dimanche matin, il s'achetait des bières et il prenait la route. Parfois, il s'arrêtait et il commettait des actes violents. Cet homme était un engin de destruction. Il tirait sur des compteurs électriques, des compteurs d'eau, des panneaux stop. Il détruisait toutes sortes de choses. C'était son truc. Il adorait tirer sur des panneaux et ce genre de choses. Imaginez-vous à la place des policiers qui le suivaient. Vous le surveillez, vous le voyez s'arrêter à côté d'un champ, il y a une vache juste à côté, et il sort une arbalète et lui tire une flèche entre les deux yeux. Pourquoi? Quand Dillon a parlé de sa manie de détruire des biens, il a juste dit « J'étais comme une machine de destruction. Je voulais détruire des choses. » C'était un amusement pour lui. À ce moment-là, on n'avait aucune preuve tangible qui permettait de le relier à ces meurtres. Ce n'était pas suffisant pour obtenir un mandat d'arrêt. Il fallait agir vite. Si on ne l'arrêtait pas rapidement, une autre personne allait mourir. Et on s'est dit, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va essayer de la tuer? À ce moment-là, c'était la panique. J'avais un interrupteur pour ma sirène. Je gardais le doigt dessus. J'étais stressé comme jamais. Dillon arrive au niveau du stop, il s'arrête. On pense qu'il est en train de décider s'il veut la tuer ou s'il va la laisser en vie. C'était l'un des moments les plus intenses qu'on ait vécu pendant toute la surveillance. Je me souviens que je regardais mon volant, je l'agrippais de toutes mes forces tellement j'étais tendu. Et là, le pilote de l'avion dit, Dillon tourne à droite, il s'éloigne de la joggeuse. Peut-être qu'il n'était pas d'humeur à tuer quelqu'un à ce moment-là. Dieu merci, il ne l'a pas tué. Je pense que Dillon voulait nous parler parce qu'il voulait découvrir ce qu'on savait. Il voulait savoir à quel point il avait des ennuis. Je crois que la motivation première de Dillon était l'excitation du jeu. À mon avis, il savait pertinemment qu'il était peu probable qu'ils aient suffisamment d'éléments pour l'inculper. Dillon était assez intelligent et rusé pour se dire « Essaie de découvrir ce que tu peux, et ensuite, tu décideras ce qu'il faut faire. » J'avais la boîte avec les indices. J'avais un appareil d'enregistrement. L'idée, c'était de commencer par lui montrer les photos. Je vous laisse regarder ces photos. C'est des personnes mortes? On va y jeter un coup d'œil. Ce n'est pas très joli à voir. Je veux plus les regarder après avoir vu ça. Je pense qu'il a fait semblant de réagir de la même façon qu'une personne normale réagirait. Mais au fond de lui, il a dû se dire « Oh la vache, c'est pas beau à voir. Et c'est moi qui ai fait ça. » Dans un interrogatoire, c'est important de ne pas juste dire « Vous êtes un monstre, comment vous avez pu faire ça ?» Il faut les amener à se confier.
Monsieur Dillon, on ne cherche pas du tout à vous rabaisser, ce n'est pas notre intention. Ce qu'on pense, c'est que vous êtes quelqu'un de bien, mais que vous prenez le volant en ayant bu. Et ce qui se passe, c'est que votre mauvais côté prend le dessus, et que vous commencez à faire des choses que vous ne feriez pas normalement. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Je vais pas avouer quoi que ce soit. J'ai rien fait. J'ai peut-être l'air d'avoir le bon profil, mais c'est pas moi. Je pense qu'il aimait ce petit affrontement. Il voyait ça comme une partie d'échecs. Si vous pensez que c'est moi, vous n'avez qu'à le prouver. Regardez-moi dans les yeux. J'ai tué personne. J'ai fait des conneries dans ma vie, mais j'ai tué personne, bon sang. Je l'ai rarement vu aussi agressif. On voit qu'il campe sur ses positions. J'aurais presque cru qu'il se rendrait immédiatement. Donc vous ne dites pas que vous n'êtes pas impliqué, mais vous ne dites pas Je dis rien du tout, point barre. « Je suis déçu, Tom. Je m'en fous. Très déçu. » C'était un échec. Je pense qu'il n'a pas avoué parce qu'on ne lui a rien montré de concret qui le reliait spécifiquement à ces meurtres. Le dimanche, après Thanksgiving, le FBI a frappé à ma porte. Je n'ai pas vraiment été catégorique. Je n'ai pas dit « Non, impossible, ça ne peut pas être lui ». Mais je n'arrivais pas à croire qu'il ait pu faire ça. Je me disais « Mais non, c'est du délire. Il a un grain, mais pas à ce point-là. » Vous pensiez qu'il était innocent? Bien sûr. Évidemment que je le croyais innocent. C'était mon oncle. Quand Dillon était en détention, il m'appelait. Je me souviens de la première fois qu'il m'a appelé. Il a fait « Bonjour, c'est Tom Dillon. » Il a dit « Je voulais juste vous passer un coup de fil, voir où vous en étiez. » Il tâtait le terrain pour glaner des informations. Il aimait ça. Il voyait ça comme une partie d'échecs. Il avait de plus en plus confiance en lui parce qu'il était persuadé qu'on n'avait aucune preuve contre lui. On n'arrivait pas à obtenir des aveux. Si on n'avait pas suffisamment de preuves pour l'inculper pour un des meurtres, il fallait qu'on élabore une stratégie pour essayer de le faire parler. On a reçu un appel d'un indique qui nous a dit qu'il avait acheté un Mauser suédois à Dillon dans une bourse aux armes à Massillon, dans l'Ohio. Et l'arme était toujours en sa possession. Dillon était passible de la peine de mort. À ce moment-là, on avait l'avantage. La nature des appels a changé après ça. On savait qu'on était en position de force. Il m'a dit « Je ne veux pas être exécuté ». Je lui ai dit « On veut résoudre toutes les affaires, Tom ». Il m'a répondu « J'espère qu'on pourra trouver un arrangement qui conviendra à tout le monde ». C'était un lâche, en fin de compte. Il ne voulait surtout pas la peine de mort. Et il sentait qu'il ne maîtrisait plus la situation. Il a compris que la partie était terminée pour lui à ce moment-là. Vous ne connaissiez pas Donald Welling? Non. Il croyait que j'allais lui parler, j'ai juste tiré. Vous lui avez parlé? Non, c'est lui qui m'a parlé. Il m'a dit « Bonjour ». J'ai tiré dès qu'il a dit ça.
Quand il nous a raconté ce qui s'était passé pour chaque meurtre, ça faisait vraiment froid dans le dos. Il était parfaitement insensible. Il n'avait absolument aucun remords. Pourquoi avoir tué Kevin Loring ce jour-là? Je sais pas. Une pensée m'est venue. Je l'ai fait sur un coup de tête. Sur un coup de tête. Une petite voix qui lui parle. Il ne voit pas les gens comme des êtres humains. Il les voit comme quelque chose à tuer. Exactement comme un écureuil, un lapin, un serpent, un insecte ou que sais-je. Pour lui, c'est la même chose. Aucune compassion, aucune pitié, rien du tout. Où avez-vous tiré? Entre les deux yeux. Sa casquette a atterri 5 mètres plus loin. Je savais qu'il fallait que je lui explose la tête. J'imagine que vous êtes un bon tireur. On est là pour ça, non? Drôle de remarque. On est là pour ça, non? C'est intéressant de voir à quel point il est détaché. Il n'y a aucune émotion dans sa voix, rien du tout. C'est horrible. On va passer à Gary Bradley. Ouais. Il était en train de pêcher au bord de la route. Il m'a vu, il m'a salué, je lui ai répondu. Il a dû dire que j'allais sortir ma canne à pêche. J'ai pris le fusil, je lui ai tiré dans le dos et il est tombé. C'est exactement comme dans mon souvenir. Il n'a pas essayé de minimiser ce qu'il avait fait. Il n'a cherché aucune excuse. On avait les aveux de Dillon pour les 5 homicides. Une petite voix m'a dit « Arrête-toi, recule et tu stipes ». Il fallait qu'ils enquêtent sur d'autres meurtres. Vu ses antécédents, on pouvait se demander s'il y avait d'autres victimes. Sean Diddy Combs est sous le coup de multiples accusations. Il est innocent et se battra sans relâche. On n'avait pas mesuré tout ce côté obscur. Il était terrifiant. Ma vie était en jeu. Il a dit « Je suis Puff Daddy et je vais te démolir ». J'ai toujours cru être la seule victime. La chute de P. Diddy, à partir du samedi 8 février, sur ID. Cofidis présente le projet à ne pas manquer. Pour vos projets, ne manquez pas notre offre. N'attendez pas, vous avez 2 semaines seulement pour profiter d'un taux exceptionnel de 4,9% sur 36 mois. Cofidis. Le crédit qui fait la différence. Une fois stérilisé, votre chat peut garder son poids idéal. Et ça se voit. Mais le fait qu'il puisse avoir des troubles urinaires ne se voit pas forcément. Ultima Chat Stérilisé, aidez-le avec ce qui se voit et ce qui se voit moins. Avec le nouveau service optionnel de vérification de l'article sur Vinted, l'authenticité des pièces de créateurs est vérifiée par nos experts. Afin que les vendeurs et les acheteurs aient l'esprit tranquille. Vendez des articles de luxe de seconde main en toute confiance. Et comme toujours, sans frais de vente. Vendez du luxe sur Vinted. Nouveau Peugeot 5008, électrique et hybride, à partir de 390 € par mois. Welcome to the White Lotus in Thailand Cup. This is very exciting. J'ai peut-être quelque chose à vous proposer. Where's the bunny? You can't heal something unless you say it out loud.
On l'interrogeait pour recueillir ses aveux et on lui a demandé s'il y avait autre chose. Là, il nous a sorti « Oui, il y a eu un incident en 1980 ». Je roulais sur la route et j'ai vu ce type chez lui. Il était de dos, assis sur le canapé. Et là, une petite voix m'a dit « Arrête-toi, recule et tue ce type ». Le coup a retenti et j'ai eu l'impression d'être électrocuté. La balle s'est fendue en 2 gros morceaux. J'ai pris les 2 dans le dos. On était stupéfaits parce qu'on n'était pas au courant de ça. On a trouvé 2 affaires dans le Michigan qui présentaient des similitudes. Dans l'État du Michigan, 2 chasseurs ont été tués. Mais ce n'était pas le mode opératoire de Dillon. Il cherchait des victimes isolées. On lui a demandé à plusieurs reprises s'il y en avait d'autres, mais il a nié être impliqué dans d'autres meurtres que les 5 dont il nous avait parlé. J'ai été arrêté pour homicide parce que j'ai trouvé l'arme du crime. Je ne savais pas que la police de l'Ohio croyait Tom Dillon. Je savais que j'étais innocent. J'ai toujours su que j'étais innocent. C'était pas moi. Regardez ce portrait robot. C'est clairement mon oncle. Si vous l'aviez vu à l'époque, vous auriez fait le rapprochement? Je crois, oui. Si j'avais vu ça à l'époque, j'aurais dit « Oui, c'est lui ». La ressemblance est tellement frappante que c'en est perturbant. J'aurais pu être innocenté immédiatement et je ne serais jamais allé en prison. Quand ils lui ont dit bonjour, il les a abattus. Il était tellement factuel et détaché quand il racontait ça. Peut-être parce qu'il n'avait jamais été condamné. Comment vous en êtes venu à parler aux enquêteurs? Mon avocat les a contactés et ensuite, ils sont venus me voir. Ils avaient l'air intéressés? Non, pas vraiment. Ils sont jamais revenus me voir et ils m'ont pas recontacté. J'étais surpris qu'ils soient pas plus intéressés. Elle croit toujours avoir le bon coupable. Comment il s'appelle? Jeff Titus. Jeff Titus. Je n'étais pas au courant de ça. Bon sang, ça fait remonter des mauvais souvenirs. Savoir qu'il y avait un témoignage et qu'ils ne s'y sont pas intéressés, ça me met hors de moi. C'est un tueur en série, et vous n'enquêtez pas scrupuleusement. Je parie que Dillon devait bien rigoler. Il s'est bien moqué de la police. Il a commis 2 autres meurtres et il a échappé à la peine de mort. Et je suis sûr qu'il avait entendu parler de ma condamnation. Il s'en fichait. Il n'avait pas une once de remords en lui. Est-ce que d'autres personnes ont été condamnées à sa place? Il y a de fortes chances pour que la réponse soit oui.
Même s'il était en prison pour 5 meurtres, il a quand même gagné la partie, parce qu'il a commis d'autres crimes et n'a jamais été condamné pour cela. On n'a jamais trouvé aucun élément indiquant qu'il ait pu tuer d'autres personnes que celles qu'il a avoué avoir assassinées. C'est une lettre que Tom Dillon m'a écrite en prison. Elle est datée du 30 juin 1994. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées ou que j'ai faites dont je ne vous ai jamais parlé à vous et à Trombitas. Peut-être qu'un jour j'entrerai dans les détails à propos de, je cite, « les premières années ». Et malheureusement, comme je ne suis jamais allé le revoir, ça restera une question sans réponse dans mon esprit. Sachant ce que vous savez aujourd'hui sur les meurtres du Michigan, vous pensez que Dillon a tué ces 2 hommes? Bien sûr. Bien sûr. Et beaucoup d'autres. Suzanne! Enfin libre. Merci. Je te dois tellement. Je suis trop contente. Des éléments non divulgués jusque-là dans l'affaire impliquant Jeff Titus comportent une 30aine de pages en rapport avec un autre suspect, Thomas Dillon. Ça fait 22 ans que j'attends ce moment. Et ça n'aurait jamais dû arriver au départ. Pour vous décrire ma sortie de prison, je ne savais pas trop si c'était réel ou si c'était une sorte de jeu. J'avais peur qu'on me saisisse et qu'on me remette en cellule. Ça fait 6 mois que je suis sorti et maintenant j'essaie de réapprendre à vivre et de me réadapter à la société. C'est un choc. Thomas Dillon est l'homme qui m'a fait perdre 21 ans de ma vie. Pour moi, c'est une ordure de la pire espèce. Et je n'ai même pas envie de le regarder. Je ne veux rien savoir de lui parce qu'il a brisé ma vie. Il a fait de moi une victime. Pendant l'un de nos entretiens, il a évoqué une série de meurtres qui auraient été commis sur des prostituées qui travaillaient dans un relais routier dans l'Ohio. Je pense qu'il y a une forte probabilité pour qu'il ait tué d'autres personnes qu'il n'a jamais avoué avoir tuées. Seulement 5 meurtres et une tentative de meurtre. C'est ce qu'il nous a dit. À ce jour, je n'ai pas de raison d'en douter. Un jour, j'aimerais rencontrer cet agent du FBI et lui demander « Pourquoi vous l'avez cru ? Pourquoi vous avez pris tout ce qu'il a dit pour argent comptant ? Je lui ferai savoir que je pense qu'il a échoué dans son travail. Il l'a laissé gagner. Dillon a dit aux enquêteurs ce qu'il voulait entendre. Il a eu ce qu'il voulait. La prison à vie, pas la peine de mort. Aujourd'hui, il est mort et tous les autres crimes qu'il a commis sont morts avec lui. Il n'aurait pas dû croire un tueur en série. Il s'en est tiré.